La situation politique en France est assez inédite, pour ne pas dire franchement atypique. En effet, nous avons à la tête de l'État, du fait d'une constitution qui privilégie une forme de présidentialisme, un président de la République réélu dans des conditions très contestables, qui s'accroche à son pouvoir, euh, pensant qu'il est légitime et se réfugiant dans le déni de la défaite que lui ont infligé les élections législatives qui ont suivi sa réélection, entachée de fraudes importantes. C'est ce que nous supposons, nous les observateurs éclairés. Ce qui manque à Macron, c'est ce qui manque à tous les psychopathes pervers ou narcissiques qui sont imbus d'eux-mêmes, qui sont autocentrés, qui sont mus par un ego démesuré, surdimensionné, sont des égocentriques. Or, leur personne, rien n'existe. Le problème, c'est que pour eux, c'est qu'ils souffrent d'une faille fondamentale, c'est que, comme ce sont des gens qui n'ont pas accès à la spiritualité, la vraie spiritualité, eh bien, ils n'ont pas accès à la transcendance. Et ils s'imaginent qu'à partir du moment où ils additionnent succès sur succès, dans son cas, euh, ce ne sont pas des succès, ce sont simplement des manipulations électorales, ce sont des fraudes, ce sont des trafics. Bon, parce qu'il a les puissances financières derrière lui. Mais il s'imagine détenir tous les pouvoirs et il pense que, eh bien, nul ne va lui contester. C'est le cas de tous les dictateurs dans l'histoire humaine, hein. Personne n'est en mesure de lui contester ce pouvoir. Or, il y a une vérité, j'allais dire universelle ou biblique pour ceux qui sont croyants, ou coranique, c'est que vous pouvez toujours réduire en esclavage physique un peuple, des gens, vous ne les empêcherez jamais d'atteindre à la transcendance spirituelle. Macron, c'est une dimension qui lui échappe totalement. Alors revenons à des choses plus concrètes en France. La situation est atypique. Elle est assez inédite. Pourquoi? Parce que, comme aurait dit De Gaulle dans un autre contexte, au moment de 1968, c'est la chienlit. Oui, c'est le chaos. Voilà. Pour traduire un petit peu ce que pensait le général de Gaulle, faire cette traduction pour définir ce qui se produit aujourd'hui. C'est la chienlit. Ben oui. Il ne faut pas être grand clerc pour voir ce qui se passe. On s'agite dans les états-majors après les résultats des élections législatives qui ont redéfini les pouvoirs des uns et des autres, les positionnements des uns et des autres. Braquons notre attention sur la NUP, la fameuse NUP, coalition de circonstances, sous l'impulsion de Mélenchon, qui ne voyait pas d'autre façon de sauver les meubles de la gauche que d'aboutir à un accord électoral de dernier moment, de survie, après l'échec de la présidentielle, accord électoral avec les supposées formations politiques de gauche. De gauche. Alors ça me fait bien sourire parce que quand on parle d'Europe Écologie Les Verts de gauche, qui déjà qu'ils sont des faux écolos, avec Jadot, je mets à part Michèle Rivasi, qui est une députée européenne admirable que je suis depuis une vingtaine d'années. Hein, il y a des exceptions qui confirment la règle. Il y a d'excellents députés Europe Écologie Les Verts, mais ils n'exercent pas sur le territoire français. Donc, c'est tenu, comme je l'avais expliqué, non sans une pointe de sarcasme, avec mon petit ton sargonique que mes habitués connaissent, portait en son sein déjà les germes de la discorde, de la division. Mais il fallait faire bonne figure, il fallait afficher la belle union,
pour essayer de sauver la mise, de récolter un maximum de sièges. De ce point de vue, eh ben, ils sont parvenus quand même à sauver les meubles, hein, la NUP, d'une certaine façon. D'autres, comme la France Insoumise, qui a été à l'initiative de cette NUP, ont fait mieux encore, puisqu'ils sont passés de 16 ou 17 députés à 72-75. Donc là, pour eux, c'est un bon résultat. Mais pour les autres, qui savaient bien qu'ils allaient disparaître du paysage politique, en tout cas, de l'espace parlementaire français, c'est-à-dire les autres, le Parti socialiste, le Parti communiste, enfin, est-ce qu'on peut encore appeler ce parti le Parti communiste, avec ce fameux Roussel? Bon, les autres, eh bien, c'est un peu contraint et forcé, si vous voulez, qu'ils sont allés dans cet accord de circonstances, dans cette coalition de circonstances. Mais une fois les résultats connus, eh bien, ils se sont empressés de dire non, pas de groupe NUP. Donc, le bel accord, la belle coalition a volé en éclats. Il ne lui a pas fallu 3 jours pour voler en éclats. Ah oui, ils ont effectivement dit qu'ils mettaient en place des groupes interparlementaires, je ne sais plus comment ils parlent de ça, c'est-à-dire qu'ils veulent rester en contact pour avoir une espèce d'homogénéité, de cohérence dans la présentation des propositions de loi. Bon, tout ça c'est du pipeau, c'est du pipeau. Pourquoi? Parce que chacun retrouve son tempérament, son caractère, ce qu'il a fait, ses origines. Prenons le Parti socialiste, qui a en son sein une Valérie Rabault, je crois, hein, Valérie Rabault, qui avait été pressentie pour être la première ministre. Ce sont des macro-compatibles. Eh bien, cette Valérie Rabault n'a pas eu la présidence du groupe socialiste. Elle était pressentie pour être la présidente de la commission des finances, prestigieuse commission des finances à l'Assemblée nationale, mais encore ça ne s'est pas produit comme elle l'espérait. Bah oui, parce qu'elle suscite quand même la méfiance. Elle a bien été réélue effectivement députée, cette Valérie Rabault, mais c'est une macroniste dans le sang, dans les veines, elle a Macron dans la peau. Ce ne sont que les circonstances qui ont réuni des gens qui ont raté le coche du premier tour de l'élection présidentielle. Que ne se sont-ils entendus sur un nom, par exemple Mélenchon ou un autre? Ce qu'avait fait Mitterrand, avec le programme commun, avec les accords avec le Parti communiste, à partir de 1977, ce qui les a menés à la victoire de 1981. Là, que nenni, pas du tout, il n'était pas question de porter sur le trône Mélenchon, qui est haï, détesté par la gauche, par les socialos, par ce qu'on appelle les socialos, les hollandistes et tout, qui sont des gens de droite, encore plus à droite, des gens par exemple comme Valls, qui s'est pris une déculottée mémorable, le Valls, hein. Je pense pas qu'on en entende plus parler. Bref, donc voilà, il y a beaucoup de macro-compatibles. Et il y a un certain Jadot, très copain avec Cohn-Bendit, qui est un très proche, très ami de Macron, Jadot, qui n'attend pas que les semaines passent et très vite dit, contrairement à ce qu'ont affirmé les porte-paroles de France Insoumise et de les Républicains et du Rassemblement National, eh bien voilà ici Jadot, qui fait partie intégrante, normalement, de la NUP, dit « Ben non, je pense que ce serait bien, ça serait très bien qu'on s'entende avec Macron, qu'on passe un accord, il n'y a pas de souci, etc. » Jadot, il en rêve depuis l'arrivée de Macron. Hein, ce faux écolo, ce vrai défenseur des ultra-riches, du capitalisme financier. Je me demande ce que fait Michel Rivasi avec un type comme ça dans son propre parti. Elle doit s'arracher les cheveux. Elle doit avoir des maux de tête en permanence. Bon, donc voilà, Jadot, très macro-compatible, comme la Valérie Rabault, comme bien d'autres, au sein y compris du Parti communiste, qui a quand même empêché la démarche, qui s'est opposée à la démarche de Mélenchon, pour des raisons de quoi? D'ego, d'ambition personnelle, de survie du Parti communiste, alors que le Parti communiste ne représente que quoi? Des broutilles, 1%, 2%.
Il n'y a pas de quoi parader hein, quand on est communiste aujourd'hui en France. On ne représente rigoureusement rien. Y compris le prolétariat s'est détourné du parti communiste. Heureusement, ce sont des arrivistes, ce sont des ambitions. Je vous rappelle quand même que Robert Hue, l'ancien secrétaire national du Parti communiste en 2017, a soutenu Macron. Il faut quand même le savoir, ça. Donc les communistes, ce n'est rien, quoi. Si vous voulez, ils usurpent même l'appartenance à la gauche, telle qu'on l'a conçue depuis des décennies. Bon, donc tout ça pour vous dire que, pour rester sur le fil de mon propos aujourd'hui, c'est la chienlit, c'est le chaos politique, c'est l'instabilité politique. Et Macron, lui, il continue à aller parader dans des instances internationales, à l'OTAN, en Europe, s'imaginant être représenté encore une puissance comme la France, alors qu'il ne représente plus que lui-même. Et il ne voit pas même le ridicule qui entoure sa personne lorsqu'il côtoie d'autres chefs d'État qui, eux, ont conservé leur lustre, en tout cas leur dignité, leur hauteur de chef d'État. D'accord? Parce qu'on sait très bien, partout dans le monde, partout sur tous les continents, en Amérique du Sud, écoutez le président brésilien parler de Macron, vous allez vous marrer. En Afrique, la quasi-totalité des présidents africains se gaussent dans la coulisse en disant « Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce foutriquet, ce freliquet déviant ?» Nous n'avons pas affaire à des gens comme ça. Ce sont des gens qui sont pas crédibles. Et puis, alors, bon, sans parler, bien sûr, de l'excellent président Poutine qui dame le pion aux Occidentaux et qui leur donne une leçon qui arrive au bon moment, parce que les Occidentaux se raccrochent à nouveau à l'idée de répandre la terreur, la psychose et la peur à propos d'une nouvelle crise sanitaire, alors qu'il n'en est rien. Donc, on en est là avec ce président usurpateur qui s'appelle Macron, qui est, bon, allez, passez-moi cette expression, mais il est totalement à côté de ses pompes, parce qu'il n'est plus rien et il refuse cette réalité, cette vérité. Je parlais de déni dans ma précédente vidéo. Il est dans le déni. Il n'arrive pas à comprendre qu'il n'est plus rien. Pourquoi n'est-il plus rien ? Parce que au sein de l'Assemblée nationale, il y a quand même 3 groupes qui, à eux, représentent la majorité à l'Assemblée nationale et qui vont faire la pluie et le beau temps. Il y a la France insoumise, il y a théoriquement les socialistes et les communistes avec eux, s'il n'y a pas de trahison, mais il y a surtout un Rassemblement national qui pèse d'un poids très important désormais avec ses presque 90 députés et les Républicains qui, eux, ont décidé, en élisant Olivier Marleix, un anti-Macron convaincu, en désignant Olivier Marleix, ont tourné le dos à toute possibilité de compromission avec Macron. Ils ont payé le prix cher, le prix le plus lourd, en perdant presque la moitié de leurs députés par rapport à la dernière législature. Donc ils n'ont pas envie d'aller au suicide comme les socialos sont allés au suicide en coopérant massivement avec Macron en 2017. Et c'est ça qui est le plus croustillant dans mon analyse, c'est le revirement, tenez-vous bien, de Bayrou. François Bayrou, le maire de Pau, celui qui n'est pas à un retournement de veste près. Je vous ai expliqué ce qu'est le Marais depuis la Révolution. Ce sont des gens qui n'ont aucune conviction, mais qui sont très dangereux, parce qu'ils sont capables de s'associer, y compris à un fasciste comme Macron, en niant le fait qu'il soit fasciste, en occultant tous les crimes commis par Macron contre les gilets jaunes, contre les gens, les personnes âgées. Non, on occulte tout ça. Non. Donc ce sont quand même les plus dangereux. Mais voilà que Bayrou, effectivement, eh bien, commence à sentir. Ah, il n'est pas idiot, hein, il n'est pas totalement idiot. Il sent le vent qui change de direction.
voyez, la girouette commence à tourner. Donc, il pressent que l'avenir de Macron est de plus en plus incertain. Ils connaissent, même s'ils ont tout fait pour masquer cette vérité, les faiblesses psychologiques, psychiatriques d'un Macron. Donc, ils se disent, aïe, 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 là on est mal barré, parce que même en apportant nos voix, même en étant au sein de Renaissance, la soi-disant majorité très relative de Macron, eh ben ils ne sont ils plafonnent à 245. Et d'ici à ce qu'il y ait des défections au sein de cette Renaissance, par peur quoi? Eh bien qu'à un moment donné, il y ait des mouvements beaucoup plus radicaux qui s'emparent du pouvoir en France, qui succéderont, ces mouvements radicaux, à cette instabilité qui risque de fragiliser toutes les institutions. Ben ces gens-là se disent, ils ne sont pas sots, ils ne sont pas tous sots en tout cas, se disent, il serait peut-être temps de prendre nos distances avec le Macron, car le Macron, apparemment, il est quand même emprisonné dans une constitution qui lui lie les mains, qui le menotte. Il n'a plus la possibilité de parader, de se prendre pour l'empereur. Voilà le gros problème. Ce qui peut donc éventuellement sauver Macron, ce sont ces Macron compatibles, du genre Jadot. Et c'est quand même assez cocasse de voir que Macron peut être sauvé par qui? Par des gens qui se prétendent de gauche et qui ont encore la confiance d'autres personnes de gauche, notamment des personnes membres de la France insoumise. Voilà. Quant au Parti socialiste, sa marge de manœuvre est quand même très étroite. Je pense qu'Olivier Faure, le secrétaire national du Parti socialiste, est un des plus lucides, qui fait un de ceux qui font la meilleure analyse du moment, car ça va très vite et c'est très instable et tout peut changer de semaine en semaine. Il fait quand même la meilleure analyse du moment. Restons groupés, néanmoins, dans cette nupe, ça nous évitera des désenchantements politiques, car la situation politique française est devenue beaucoup trop instable. Bien malin celui qui est capable de prédire ce qui va se passer dans les semaines, voire les mois à venir. Tout est ouvert. Ce qui pourrait advenir de mieux pour la France, pour nous, c'est que Macron démissionne. Il ne le fera jamais. Que Macron soit mis en minorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que sa première ministre, qui réclame le vote de confiance parce que c'est inscrit dans les institutions, dans la Constitution, eh bien, soit mise en minorité, donc crise de régime. Macron est obligé de se choisir un autre Premier ministre. Donc, on peut comme ça, tous les mois, changer. Macron peut être mis en minorité tous les mois avec un nouveau Premier ministre à qui il donnera la mission d'appliquer son programme absolument désastreux pour les Français, notamment sur le plan sanitaire. Vous voyez un petit peu, par parenthèse, sur le plan sanitaire, on voit des gens qui représentent la NUP à l'Assemblée européenne, et puis qui votent la prolongation du pass sanitaire européen jusqu'en 2023, malgré les dénégations d'une certaine Manon Aubry, qui se serait trompée de touche au moment du vote, et qui aurait voté pour alors qu'elle voulait voter contre. Difficile à avaler quand même, difficile cette petite erreur. Bon, donc que va-t-il se passer Eh bien, nous sommes entrés dans la plus grande des instabilités. L'issue, c'est donc, je répète, soit la démission de Macron, mais il ne faut pas compter là-dessus, soit la mise en minorité donc de ses premiers ministres successifs, parce qu'il ne reculera jamais devant le plan machiavélique et destructeur des ultra-riches de nous réduire en esclavage. Il ne peut pas le faire. Les intérêts financiers sont énormes. Il est d'abord le banquier Rothschild. Il est d'abord là pour défendre les intérêts des lobbies financiers, Macron. C'est tout. Il n'y a pas d'autre objectif pour Macron. Bon.
Et il y a, alors c'est là où je chute et j'espère bien être entendu, il y a la solution que nous confère, que nous donne la Constitution à travers son article 68, la destitution de Macron. Et je le répète, François Asselineau, le président de l'UPR, a constitué un dossier extrêmement étayé et solide, répertoriant 12, 13, 14 manquements très graves à la fonction, auxquels il faut rajouter l'instrumentalisation d'une fausse crise sanitaire pour esclavagiser, pour sidérer les Français, répandre le sentiment de peur, de psychose pour mieux les asservir, les dominer. Alors donc, comme il y a une majorité de députés opposés à Macron qui siègent et qui sont opposés à Macron, la voie la plus simple, la plus grande, l'avenue pour s'en débarrasser, car il faut s'en débarrasser le plus vite possible, c'est un psychopathe pervers, narcissique, déviant, dangereux, eh bien, c'est d'engager la procédure de destitution. Et, je chute là-dessus, j'espère bien qu'Olivier Marleix entrera en contact avec Franck Marlin, qui avait été le seul député LR et député de l'Assemblée nationale à voter la proposition de François Asselineau de destituer Macron. Eh bien, j'espère bien qu'Olivier Marleix, qui est un anti-Macron farouche, réfléchira bien à cette possibilité et j'espère qu'il y aura une entente entre tous ces députés, y compris députés Rassemblement National, Front, les Républicains et NUP. Ils ont la majorité pour engager cette procédure. Il suffit de 58 députés qui signent cet engagement de procédure et qu'on arrive, in fine, à la destitution de Macron. Donc, la voie maintenant, c'est la destitution. La destitution. Ennuyer, embêter, titiller, interpeller tous vos députés, c'est bien sûr, je ne parle pas de ceux qui fricotent avec le Macron, mais engagez-vous auprès de vos députés, verbalement, comme moi je l'ai fait déjà, en disant, attention, maintenant c'est destitution. Ce type Macron, à titre personnel, ne m'intéresse absolument pas. Sa vie, ses habitudes, ses orientations, ça ne m'intéresse pas. Ce que je vois, c'est que ce type a fait extrêmement de mal. Il a fait du mal. Et il doit rendre compte du mal qu'il a fait aux Français. Voilà. Bon vent à tous. Ça risque d'être assez agité dans les semaines et les mois à venir. Mais pour probablement le bien, notre bien-être à nous tous. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien et continuez à cultiver le bien-être. Bon vent à tous.